Bernard Deflé. Bon, merci Madame la Présidente. Bon, dire simplement que c'est un bonheur de faire un rapport avec Joachim et puis aussi avec Aline Bafali, qu'on remercie, qui a fait un travail tout à fait remarquable et qui nous a assistés, je dirais, dès la première heure. Bon, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous avions commencé, vous vous en rappelez, notre communication en novembre 2014, à la veille d'une échéance qui était décisive, puisque c'était le programme de lanceurs européens Ariane et Vega, en insistant bien sûr à l'époque sur l'importance des choix qu'il fallait opérer dans la politique spatiale européenne, compte tenu des nouvelles réalités internationales et du déséquilibre entre la mise en place et l'utilisation des infrastructures spatiales. Ces propos, me semble-t-il, conservent toute leur pertinence plus d'un an et demi après, alors que 2016 constitue une année cruciale pour l'Europe spatiale, avec la conjonction en fin d'année de plusieurs rendez-vous d'importance et la perspective d'adoption de documents structurants. Premièrement, l'initiative de la Commission européenne, intitulée Une stratégie spatiale pour l'Europe, et qui fait l'objet d'une consultation publique dans laquelle s'inscrivent nos propositions de conclusion. La définition de la stratégie globale de sécurité et d'un plan d'action européen en matière de défense, qui prendra en compte les capacités de synergie offertes par l'Europe spatiale. L'engagement de la revue à mi-parcours du cadre financier 2014-2020, qui ouvrira la voie aux prochaines perspectives financières à partir de 2021, la déclaration des services initiaux de Galileo, on en reparlera, et enfin, bien sûr, la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne, avec en particulier un point d'étape très important sur la stratégie Ariane 6, mais plus généralement la définition des grandes priorités programmatiques pour les années à venir. Nous vivons en fait, mes chers collègues, aujourd'hui une révolution spatiale qui présente d'étranges similitudes avec les débuts de la conquête spatiale. Hier comme aujourd'hui, une révolution technologique préside à la mise en place d'un nouvel ordre mondial et au développement de projets autour de l'homme dans l'espace. Hier, c'était la course à la Lune, aujourd'hui un horizon martien qui se fait de plus en plus proche puisqu'estimé possible entre 2030 et 2040. Voilà 6 mois et une mission habitée vers Mars pourrait être lancée aux alentours de 2025, en tout cas avant 2030. Une différence est toutefois notable. Aujourd'hui, l'espace est partout. C'est sa caractéristique, sans que cela soit toujours perspective pour nos concitoyens, qu'il s'agisse de la logistique, des déplacements, des systèmes financiers, de la planification des récoltes, des communications, et même de l'enthousiasme partagé autour d'un match de football, comme nous l'avons vu tout récemment au moment de l'Euro 2016. Une coupure donc de l'accès à l'espace aurait très rapidement des conséquences dramatiques sur le fonctionnement régulier de nos économies et de nos sociétés. Outil stratégique majeur, le spatial aujourd'hui est donc aussi un outil socio-économique et scientifique essentiel au service des citoyens et des politiques sectorielles de l'Union, ce qui accroît bien sûr son impact sur la définition de l'identité et de l'idéal européen, ce qui n'est pas à négliger, vous l'aurez compris, en ces temps d'incertitude post-Brexit. Ce caractère résolument transverse a permis une montée en puissance de l'Union européenne, concrétisée par le traité de Lisbonne, qui a fait de l'Union européenne un acteur politique aux côtés des États membres et de l'Agence spatiale européenne. Dans un tel contexte, l'exercice efficient de cette compétence spatiale partagée doit être l'un des enjeux de la stratégie spatiale pour l'Europe, et le soutien politique et financier à la politique spatiale européenne doit être réaffirmé. L'accès autonome à l'espace constitue la condition nécessaire à toute politique spatiale ambitieuse. Mais l'Europe dispose d'une palette d'infrastructures plus large que la simple question des lanceurs, avec les actifs de premier plan que constituent pour l'ESA, outre la famille Ariane et Vega, on en reparlera, la Station spatiale internationale, et pour l'Union européenne, ces deux programmes phares, bien sûr, Galileo et Copernicus. L'Europe spatiale doit poursuivre l'effort déjà engagé sur le secteur amont, tout en intégrant les phénomènes disruptifs constatés par ailleurs. La politique spatiale est et doit être au service direct du citoyen. Le défi des applications spatiales est donc une priorité à nos yeux, avec deux axes à privilégier, connecter et observer. Ces deux fonctions, en effet, vont permettre l'émergence d'applications innovantes dans l'Internet pour tous, les transports connectés ou encore, bien sûr, la surveillance du climat. Le Parlement européen s'est prononcé le 8 juin dernier avec deux résolutions sur l'ouverture d'un marché de l'espace et sur les capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe. Et la présidence slovaque, bien sûr, vient d'indiquer que la stratégie spatiale pour l'Europe de la Commission sera débattue lors du Conseil compétitivité du 29 novembre. La France, je le rappelle, mes chers collègues, est le leader de l'Europe spatiale et a vocation à garder son rôle moteur. Ce leadership donne à la France une responsabilité.
Elle doit être une force d'entraînement pour une Europe spatiale plus intégrée et plus efficiente. Nous y contribuons à notre modeste niveau, bien sûr, en vous proposant des pistes qui privilégient une approche équilibrée et qui permettent à la fois de préserver et de tirer parti de l'héritage construit depuis 50 ans, tout en ouvrant vers des voies plus innovantes. Mais alors que c'est un outil essentiel de cohésion européenne, l'Europe spatiale se trouve confrontée à un double défi, et il n'est pas mince. D'abord, le New Space américain, qui est en passe de créer une nouvelle industrie spatiale qui ne remplace pas l'industrie traditionnelle avec ses grands acteurs étatiques et privés, mais qui la bouscule avec une logique entrepreneuriale innovante sur le plan à la fois des techniques et des pratiques, mais qui bénéficie toujours, bien sûr, d'un soutien institutionnel. Cette nouvelle politique spatiale américaine consiste à orienter l'essentiel des efforts de la NASA vers l'exploitation lointaine et à encourager en parallèle, par un soutien financier massif, le développement d'un espace des entrepreneurs. Donc finalement, il y a une ambivalence, à la fois d'un côté la NASA qui est orientée vers le lointain, et puis, bien sûr, avec évidemment un soutien massif, et puis de l'autre côté, le développement, bien sûr, ce qu'on appelle d'un espace des entrepreneurs, qui, on va le voir, peut, je dirais, nous jouer des tours si nous n'y prenons garde, en particulier pour la desserte de l'orbite basse terrestre sous la forme de contrats de service. Cette émergence d'une industrie spatiale d'initiative privée, chargée de la logistique, est marquée par l'arrivée en force d'investisseurs américains venus du secteur numérique. C'est Blue Origin, créé en 2000 par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon.com, et SpaceX, fondé en 2002 par Elon Musk, actionnaire de Tesla et ancien actionnaire de l'entreprise PayPal. Donc on voit finalement que le spatial est en train de bouger très fortement, en tout cas ce spatial qu'on appelle entrepreneurial, puisque ce sont de grands patrons des grands services informatiques qui, évidemment, ou de communication, qui finalement investissent dans le spatial. Parallèlement, les acteurs de la filière numérique ont la volonté de devenir opérateurs de systèmes d'information et de réseaux sociaux, c'est ce qui compte, ce qui implique bien sûr la maîtrise de leur propre réseau de diffusion sur l'Internet. Couplé à l'émergence de la propulsion tout électrique, c'est une nouveauté dans le domaine des satellites, ce phénomène aboutit au projet de constellation de petits satellites, ce qui est aussi une nouveauté, sur orbite basse de Google ou de OneWeb, avec un impact majeur sur le marché des satellites et donc sur les lanceurs. Donc on voit finalement qu'il y a une révolution qui est en train de se passer sous nos yeux et il va falloir savoir y répondre, me semble-t-il. Enfin, Blue Origin et surtout SpaceX sont à l'origine d'une rupture technologique majeure. Ça, c'est une nouveauté, c'est le lanceur réutilisable. Le lanceur réutilisable. Alors qu'en novembre 2014, au début de notre réflexion, la réutilisation était vue comme un horizon à 10 ans, le pari de la récupération d'un lanceur est réussi depuis mai dernier. C'est la moitié du chemin, puisqu'il faut encore prouver que la réutilisation apporte une réduction effective des coûts de lancement. Car l'idée, bien sûr, c'est de diminuer les coûts de lancement. Si tout le monde l'aura compris, si on récupère le lanceur, c'est tout bénéfice. Mais faut-il encore, ça c'est réussi, mais faut-il encore que ce lanceur qu'on récupère, on puisse évidemment le relancer. Et ça, ce n'est pas encore tout à fait prouvé. Elon Musk donc prévoit d'être en mesure de procéder à un lancement dès cet automne, avec les tâches du Falcon 9 récupérées le 8 avril. Donc on va voir cet automne si les choses sont aussi simples que prévu. Voilà donc un rendez-vous supplémentaire cet automne, même s'il convient d'être prudent. Nos amis américains, on sait, ont un sens de la communication aiguë qui est beaucoup plus développé que nous. Seuls des vols répétés à une cadence annuelle élevée fourniront une réponse à la question de la réutilisation. C'est évidemment le succès d'Ariane 5, qui en est à plus de 70 vols sans interruption. Et donc, on verra si la récupération et si les Américains sont capables de tenir ce challenge. Mais si le pari de cette réutilisation est réussi, la rupture, bien sûr, évidemment, chacun l'aura compris, sera spectaculaire, avec une diminution conséquente du coût de l'accès à l'espace que nous ne pourrons pas ignorer, car elle posera alors à terme un enjeu technique et de compétitivité pour notre lanceur, c'est-à-dire le lanceur Ariane. Le deuxième défi, c'est l'émergence de nouveaux acteurs. De nouvelles puissances spatiales ont fait leur apparition. L'Iran d'abord, qui a lancé en février 2015 son 4e satellite de fabrication iranienne. Les deux Corées ensuite. Et d'autres annoncent leur candidature, comme les Émirats arabes unis, qui envisagent de lancer une sonde martienne en 2021. D'autres pays investissent également l'espace, comme l'Azerbaïdjan ou encore le Bangladesh. L'Inde et la Chine, tout le monde les connaît, bien sûr. Eux se distinguent par la vigueur et l'ampleur de leur effort. Ces deux pays revendiquent
aujourd'hui le statut de grande puissance spatiale, ce qui est vrai, et éclipse les anciennes puissances établies comme la Russie ou le Japon. Donc on montait en pression, en puissance, si j'ose dire, de l'Inde et la Chine. L'Inde est devenue la 4e puissance spatiale à disposer d'un engin spatial martien, devançant la Chine et le Japon, avec la sonde Mars Orbiter Mission, lancée en 2013. Le cas de l'Inde illustre d'ailleurs très bien l'impact des évolutions technologiques et la nouvelle façon de faire l'espace. Avec une économie de moyens remarquable, le coût de production du film Gravity, que chacun a vu, a été largement supérieur au lancement de la sonde spatiale indienne, c'est tout dire. La Chine est devenue le premier pays depuis la mission soviétique Luna 24 en 1976 à poser un robot explorateur sur la Lune. Finalement, cette revendication d'un statut se double d'ambition commerciale, évidemment sur les marchés internationaux. Et dans ce paysage spatial mouvant, l'Europe doit avoir une exigence fondamentale, le maintien, bien sûr, d'une autonomie stratégique. Sans un accès à l'espace indépendant et efficient, il n'est pas possible de réaliser des missions spatiales, ni même, bien sûr, d'exporter des satellites, même commerciaux. L'accès à l'espace est le socle, le prérequisite de tout secteur spatial de classe mondiale. C'est aussi l'illustration parfaite du caractère dual, puisqu'on le sait, les lanceurs spatiaux sont développés et produits en étroite synergie avec les missiles balistiques, c'est le cas de la France, la plupart des compétences et technologies requises leur étant bien sûr communes. Deuxième aspect stratégique, la sécurité dans l'espace, centrée notamment sur la protection des infrastructures spatiales et la sécurité depuis l'espace, qui vise finalement à tirer profit des applications spatiales pour la défense et la sécurité sur Terre, et qui est à la croisée des 3 initiatives mentionnées en introduction. La surveillance et le suivi doivent bénéficier du même degré d'attention que celui qui, depuis l'origine, l'Europe spatiale, porte à l'accès à l'espace, et pour les mêmes raisons, miniaturisation des satellites, prolifération des débris orbitaux, dépendance croissante envers les moyens spatiaux pour les opérations militaires, nécessité de surveiller l'activité de satellites étrangers survolant bien sûr des zones sensibles, sont quelques-unes des menaces auxquelles les Européens et nous-mêmes sommes confrontés aujourd'hui. Aujourd'hui, le risque de collision entre des satellites opérationnels et des débris qui va croissant. L'infrastructure spatiale européenne peut faire l'objet de contre-mesures ou d'agressions allant à l'entrave à leur bon fonctionnement, brouillage, cyberattaques, éblouissement des optiques, jusqu'à la destruction des moyens au sol et ou des satellites. Les moyens dont disposent les grandes puissances spatiales leur permettent dès à présent de mettre en œuvre de telles mesures si elles le décidaient. Finalement, face à cette exigence, l'Europe spatiale présente une gouvernance complexe avec 3 acteurs publics majeurs, les États membres, bien sûr, l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne, une montée en puissance de l'industrie qui doit aussi être encouragée et soutenue, et une articulation encore à trouver avec d'autres agences européennes. Tant le caractère stratégique des activités spatiales que les caractéristiques structurelles de l'économie du spatial, en particulier pour les infrastructures, cycles de développement qui sont évidemment très longs, investissements lourds, risques technologiques importants, impliquent la permanence du rôle central des acteurs publics. Un premier enjeu de la politique spatiale européenne doit être de clarifier sa gouvernance, tout en conservant les atouts. Mais à nos yeux, la priorité doit aller à la rénovation du rôle des acteurs publics. Et bien sûr, en matière d'acteurs publics, le paysage spatial a largement évolué depuis le traité de Lisbonne de 2008, qui a conféré à l'Union européenne une compétence dans les questions spatiales. Alors que l'effort spatial européen avait été initialement porté par les agences spatiales nationales, notamment le CNES au premier rang, l'Union européenne est progressivement montée en puissance, bénéficiant à la fois d'une légitimité politique plus forte que celle de l'Agence spatiale européenne et de financements conséquents nettement supérieurs aux budgets spatiaux nationaux. Cette évolution organique du paysage a entraîné un débat à la fois sur le portage politique du sujet espace, flou en raison de la multiplicité des acteurs, mais surtout sur la gouvernance du triangle institutionnel qui, bien sûr, est entre l'ESA, la Commission et, bien sûr, les États membres. Pour les directeurs de l'ESA que nous avons rencontrés, 2 espaces de politique spatiale différents entre la Commission et l'Agence ne permettent pas aux contribuables d'avoir une compréhension claire de l'Europe spatiale. La Commission, pour sa part, semble, elle, privilégier à terme un rapprochement de l'ESA vers l'Union. Les États membres, notamment les États spatiaux, dont nous faisons partie, bien sûr, sont attachés à ce que l'ESA garde entière sa capacité à mener des programmes à géométrie variable, attractifs, bien sûr, pour ces derniers, tout en restant l'agence de mise en œuvre des programmes spatiaux de l'Union. L'objectif politique d'une organisation du spatial européen plus intégrée, indispensable à nos yeux pour assurer par exemple la pleine capacité opérationnelle des 2 programmes européens phares, je l'ai dit tout à l'heure bien sûr Galileo et Copernicus, et plus largement pour répondre aux défis posés sur le plan international, doit-elle passer par un acteur unique? C'est la question.
Ce n'est pas la seule solution pour assurer une cohérence institutionnelle, bien sûr. Le nouveau paysage européen post-Brexit rend de plus en plus difficile, bien sûr, une redéfinition aussi radicale de la gouvernance spatiale européenne. L'Union européenne a une légitimité politique à impulser des grandes orientations en matière de politique spatiale, mais elle doit nécessairement aussi prendre en compte les compétences, les initiatives et les priorités des États membres ainsi que celles de l'ESA. Et l'enjeu primordial de la gouvernance spatiale en Europe est donc d'utiliser l'ensemble des capacités spatiales européennes en faisant converger les objectifs, en coordonnant les programmes, les moyens et les calendriers de mise en œuvre. Et c'est à nos yeux ce à quoi la stratégie de l'Europe pour l'espace doit s'attacher en matière de gouvernance générale, en mettant en place un mécanisme de coordination politique, plutôt finalement qu'en lançant un vaste mécano institutionnel. En tout cas, c'est notre analyse. Tous nos interlocuteurs ont insisté sur le contexte favorable aujourd'hui, avec un réel portage politique, tant au niveau de la Commission, de l'ESA que des États membres. L'autre aspect, c'est les acteurs privés, bien sûr, pour lesquels il est essentiel que la stratégie spatiale pour l'Europe fasse de la promotion de la compétitivité industrielle un de ses principes directeurs, bien sûr. Les acteurs privés sont déjà très présents dans le secteur amont, avec par exemple pour les lanceurs la nouvelle répartition des rôles. Actée lors de la conférence ministérielle de l'ESA en décembre 2014, les agences définissent les besoins, les industriels, bien sûr, définissent les solutions. Un poids plus grand que par le passé leur est donc donné en matière de conception, de développement et de gestion des programmes spatiaux. C'est encore plus vrai en matière d'application, dont le développement repose sur le croisement des capacités du secteur spatial avec celles d'autres secteurs économiques. Et on le sait dans un contexte où l'industrie spatiale européenne, à l'inverse de ses concurrentes américaines, mais aussi émergentes, dépend en grande partie du marché commercial, en raison de la taille limitée du marché institutionnel européen. Le développement d'un écosystème industriel robuste et créatif sur les plans techniques et économiques repose à notre sens sur trois exigences. Primo, la structuration de la demande publique, avec évidemment une politique d'agrégation de la demande institutionnelle, permettant d'obtenir un volume critique. C'est vrai, bien sûr, pour les lanceurs. Secondo, une nouvelle approche pour le soutien à la recherche et au développement, en favorisant des projets plus ambitieux, dotés de ressources financières appropriées sur plusieurs années. La crise de Galiléo qu'on a vécue en 2008 doit nous servir à tous de leçon et garantit, ce qui pose le sujet des perspectives financières et de leur modulation en fonction des crises. Enfin, tertio, le soutien à un écosystème favorable à l'émergence au niveau européen d'acteurs du numérique et du spatial, d'autre part. Cela doit passer par une action réglementaire si nécessaire, mais aussi par l'accompagnement de jeunes entreprises créatrices de valeur, avec la mise en place finalement d'un capital risque européen, afin de rattraper autant que possible l'accès quasi illimité de nos concurrents américains à des financements de marché, ce qui n'est pas rien. Soutenir la compétitivité industrielle, c'est à la fois permettre à nos industriels de concourir sur les marchés commerciaux à des conditions équitables vis-à-vis de leurs concurrents qui bénéficient d'un fort soutien de leurs États. On le sait pour les États-Unis, par exemple, mais c'est vrai pour la Russie, vrai pour les autres, mais aussi induire des effets positifs pour les clients institutionnels, bien sûr, européens. Enfin, la montée en puissance du secteur aval et la volonté de tirer pleinement profit du caractère dual du spatial implique une articulation avec les agences européennes sectorielles, qu'il s'agisse de l'Agence européenne de la défense ou bien de celle chargée des transports, de l'environnement. Voilà finalement donc posé les piliers transversaux sur lesquels devrait, à notre sens, reposer la politique spatiale européenne, et donc ceux sur lesquels nous attendons la vision de la Commission dans sa publication à l'automne, en souhaitant qu'elle en partage l'importance, bien sûr, et les éléments constitutifs. Maintenant, nous allons voir avec Joachim de façon plus précise leur déclinaison en termes de programmes européens. Je vous remercie.